Dans l'Esprit d'actu, je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel, Yves Bonnet, ancien directeur de la surveillance du territoire français. Merci Yves Bonnet d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes ancien patron de la DST, donc vous êtes un spécialiste du renseignement notamment. On va évoquer tout de suite les attentats de Bruxelles. Alors, la presse belge parle d'une faillite du renseignement et Alain Bauer, le criminologue Alain Bauer, affirmait que le bon renseignement antiterroriste, c'est quand on empêche les attentats, pas quand on arrête les auteurs. Oui, enfin ça, ce sont des formules. Hein. D'abord, moi, je connais pas le dossier belge. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que j'ai accès au dossier. J'ai pas le sentiment que les Belges aient tellement failli. En tout cas, ils ont manifesté une réactivité de bonne aloi. Et c'est vrai que le bon renseignement, c'est celui qui aboutit non pas à empêcher la commission des attentats, ça c'est pratiquement impossible, mais à identifier très rapidement et à mettre hors circuit les auteurs. Bon, ce que je retiens, moi, du propos d'Alain Bauer, c'est, là-dessus on est tous d'accord, c'est la primauté du renseignement. C'est l'absolue nécessité d'avoir des renseignements de bonne qualité, et là-dessus, les Belges, bon, qui ont fait de gros progrès, à mon avis, se sont comportés tout à fait honorablement. Alors Gilles Kepel, sur la fuite de Salah Abdeslam, disait qu'il a pu être protégé durant 4 mois par la PEG. Vous partagez ce point de vue? Alors je ne sais pas quelles sont les informations de Gilles Kepel. Ce que je peux simplement dire, c'est que c'est tout à fait vraisemblable. Parce que il y a de plus en plus des connexions entre la grande criminalité et le terrorisme. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce sont des gens qui sont dans les marges de la société. Souvent, vous savez, les marges se rejoignent. Alors, vous avez dirigé les services de renseignement français de 82 à 85. Est-ce que la menace terroriste aujourd'hui a changé de nature? Complètement. Complètement. Le terrorisme des années 70, 80, jusqu'à la fin de la guerre d'Afghanistan, c'est-à-dire le départ des Russes d'Afghanistan, donc le début des années 90, c'est un terrorisme identitaire. Ce sont des gens qui recherchent une nationalité, une indépendance, la reconnaissance de leurs droits. Hein. Ce sont des Irlandais, ce sont des Basques, ce sont des Palestiniens. À supposer que tous soient terroristes et qu'on exclut la notion de résistance, qu'il faut donc prendre et manier les mots avec beaucoup de prudence. Mais en tout cas, ce qu'on appelle terrorisme, hein, pour le grand public, il est à ce moment-là identitaire. Il est donc dans une certaine mesure respectable. Mais à partir du début des années 90, ce terrorisme prend une autre connotation. Et c'est un terrorisme qui est fabriqué au départ par les Américains, en particulier par la CIA. C'est un terrorisme messianique. Pourquoi messianique? Parce qu'on ne revendique plus un territoire, une nationalité, une indépendance. On veut diffuser un message. Et c'est donc du messianisme. Et ce terrorisme messianique, il devient par nature, il est universel, il est plurinational, il est évidemment plus difficile à contrôler et il est évidemment beaucoup plus redoutable. Autant le terroriste identitaire peut conserver une marge d'honorabilité, et moi j'ai fréquenté des chefs terroristes, pas de raison de m'en cacher, autant le terrorisme messianique est un terrorisme vraiment méprisable. Mais quand vous dites que ce sont les États-Unis qui ont créé ce terrorisme messianique, dans quel but exactement? Dans quel but? Pour déstabiliser l'Union soviétique. Au début des années 90, alors que, non plus l'Union soviétique, mais la Russie. Au début des années 90, quand le mur de Berlin est tombé, quand se joue le sort de l'Afghanistan, la CIA et l'Arabie saoudite se mettent d'accord sur une stratégie qui vise à opposer au matérialisme historique russe, à l'athéisme russe, si vous voulez, un message spiritualiste.
Alors, ce message spiritualiste, on voit ce que c'est d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est le message salafiste. Hein. C'est le message wahhabite. Alors, le contenu, il est fourni en quelque sorte par l'Arabie Saoudite, avec probablement de considérables moyens financiers. La formation, hein, l'armement, c'est l'affaire de la CIA. Et la CIA ouvre à ce moment-là, je l'ai dénoncé en son temps, il y a déjà plus de 20 ans, l'Arabie Saoudite, la CIA ouvre à ce moment-là, à Peshawar en particulier, mais en tout cas au Pakistan, des camps d'entraînement où sont formés les cadres, les militants, les soldats, ce qui va devenir Al-Qaïda. Le papa et la maman d'Al-Qaïda, c'est l'oncle Sam et c'est le roi d'Arabie Saoudite. Et le papa et la maman de l'État islamique, c'est également l'oncle Sam et l'Arabie Saoudite? Alors non, là oui, c'est un petit peu plus compliqué. L'État islamique, comment va-t-il naître? Quand les Américains interviennent pour renverser Saddam Hussein, ils laissent en quelque sorte les clés de la maison à l'Iran, qui rentre massivement en Irak. Quel bonheur pour un Iranien que de rentrer en Irak, et qui s'empare, qui prend les leviers de commande, puisqu'il manipule en quelque sorte le nouveau gouvernement irakien, et qui surtout initie une sorte de campagne de revanche des chiites par rapport aux sunnites. Saddam Hussein était sunnite, il était essentiellement soutenu, mais pas seulement, par les tribus sunnites, et donc les chiites, considérés d'ailleurs largement à tort comme ayant été brimés par Saddam Hussein, sont tentés, ou du moins certains d'entre eux, de prendre leur revanche. Donc, le résultat, c'est qu'on chasse de l'armée tous les officiers, tous les soldats, on l'a réduit à néant. On se sépare de tous les éléments du mukhabarat, c'est-à-dire des services secrets irakiens. Si vous faites un jour une révolution, gardez de grâce les gens des services secrets. Ceux-là, faut pas y toucher, faut pas les foutre à la porte. Ils sont très utiles. D'ailleurs, les Iraniens, quand ils sont arrivés en Iran, ils n'ont pas du tout chassé les gens de la Sava, qui les ont gardés, qui prouvent qu'ils sont atteints. Donc pour poursuivre, Alors pour poursuivre, ces gens-là sont chassés. Ils sont chassés de l'armée, ils sont chassés des services secrets. On ne leur donne pas de solde, on leur interdit tous les emplois publics, on les réduit au désespoir. Que font-ils? Évidemment, ils vont chercher à prendre leur revanche. Et c'est eux qui très vite vont constituer les cadres de ce qui deviendra l'armée islamique. Ils en sont la matière, d'ailleurs, ils ont fait la démonstration de leur capacité, et ils se radicalisent. Et donc, la naissance de l'État islamique, elle est largement le fait de cette iranisation, en quelque sorte, en même temps qu'une chiitisation, si je puis dire, de l'Irak et de l'influence américaine. Alors, lorsque vous êtes arrivé à la tête de la DST en 1982, vous avez développé les relations avec les services de renseignement arabes. Pour vous, ces relations avec les services de renseignement arabes sont très importantes pour lutter contre le terrorisme? Bien sûr, ils sont fondamentaux. Si vous voulez lutter contre certaines formes de terrorisme, et un terroriste qui peut plonger ses racines plus ou moins dans des pays de langue ou de culture arabe, il faut s'adresser aux services arabes, il faut s'adresser à ceux qui les combattent, qui les connaissent. Hein. Et donc, c'est le b.a.-ba du métier que de s'adresser à ces services dits arabes, hein, parce que pour moi, les Maghrébins ne sont pas, et pour eux d'ailleurs, ce ne sont pas des Arabes. Alors, vous avez affirmé à plusieurs reprises que le Qatar et l'Arabie Saoudite étaient les parrains du terrorisme. Est-ce que vous avez été choqué de voir François Hollande remettre la Légion d'honneur au prince héritier saoudien? Ah oui, je pense qu'il y a, il y a évidemment dans l'action diplomatique des remises de décorations qui ne signifient rien, puisque ce sont des gestes de complaisance. Enfin, dire que j'ai été choqué serait peut-être un peu exagéré, mais enfin, je pense que ça n'était sûrement pas le moment. Qu'on remette des décorations, d'ailleurs on les remet plutôt au chef d'État, hein, pourquoi pas, mais là, par rapport à l'actualité, je pense que c'était probablement malvenu. Alors on va parler du cas de Georges Ibrahim Abdallah, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez arrêté en 1984, vous l'avez donc arrêté en 1984, mais aujourd'hui, vous militez pour sa libération. Oui. Pourquoi? Parce que Georges Ibrahim Abdallah a purgé sa peine, très largement. Quand tout est quitté, il doit être libéré.
que les circonstances de son arrestation ont été très particulières, puisqu'il y a eu à ce moment-là, c'est une longue histoire, un marchandage, un accord donné pour l'échange de Georges Ibrahim Abdallah et de Gilles Sidney Perrol, le fils de mon ami Gilles Perrault, que nous n'avons pas pu tenir notre parole pour des raisons que les Algériens en particulier et ensuite les Libanais ont bien voulu comprendre. C'est une histoire trop longue pour que je la résume en une phrase, mais que ça aboutit au fait que la parole de la France n'a pas été tenue. Bon. Alors, ça, on peut l'admettre, mais qu'à partir de ce moment-là, on le maintienne en détention au-delà du délai normal, qu'en plus on fasse état de sa conversion à l'islam et de sa radicalisation, alors que ceci est faux, hein, que le document en question ait été signé par un de mes successeurs, ce qui constitue le crime de forfaiture. Tout ceci, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors que dans le même temps, je vous le signale, l'assassin de Chapour Bakiar, hein, qui l'a quand même décapité à la main, excusez-moi de rappeler ce détail, lui, il a été libéré depuis belle lurette. Merci à vous, Yves Bonnet. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.